Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde merveilleux de Pauline Vincent qui a fondé il y a 3 ans la Romaine Édition. Une sélection d'art de la table, objets du quotidien ou petits mobiliers qu'elle rassemble sous des collections thématisées comme le matin, la noce, la fleur ou la mer en ce moment. Ce sont comme des petits trésors, des meubles et objets que vous n'aurez jamais vus, des œuvres exclusives, des pièces d'artisans ou de designers piochées ici et là, et même ses propres créations. Je n'en sais pas beaucoup plus, alors je vais découvrir la suite en même temps que vous. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors avant tout, pourquoi ce nom, la Romaine ? La Romaine, j'ai choisi ce nom parce que la famille de mon père vient de Provence, de Vaison-la-Romaine plus exactement, et en cherchant un nom pour mon projet que je rêvais de créer, j'avais listé des tonnes de mots-clés que j'aimais, avec des résonances qui m'évoquaient plein de choses et qui me plaisaient. Et dans cette liste, il y avait 2 noms. Il y avait Vaison-la-Romaine et La Valotte, qui était une maison qu'on avait aussi, mes grands-parents avaient en Puisaye, en Bourgogne. Et la Romaine, c'est venu. J'adore le fait que ça soit évocateur déjà d'une femme italienne, donc parler aussi de tout le bassin méditerranéen qui est très inspirant. J'aime que ça parle vraiment de Vaison-la-Romaine, donc les ruines romaines de Vaison qui sont à ciel ouvert, qu'on peut visiter quand on se balade dans le village. Et que ça parle aussi, pourquoi pas, de la salade, enfin que ça soit un peu incongru comme ça, mais en tout cas que ça soit très évocateur. Oui, c'est vrai, la salade, c'est une sorte de salade, romaine. Oui. Et comme tu fais de l'art de la table, ça tombe... Oui, en fait, ça rentre aussi dans l'art de vivre, dans la gastronomie. En tout cas, voilà. Enfin, moi, j'adore la salade verte, en l'occurrence. Et je trouve que c'est un peu révélateur aussi de ce que je fais. C'est-à-dire, les thématiques, c'est un peu finalement des sortes de salades. C'est des mélanges, en fait, de réunir des artisans, des designers entre eux. Et donc, voilà, j'aime beaucoup ce mot. Alors, comment tu as eu cette idée de créer... J'ai dit 3 ans, c'est bien 3 ans? Exactement, ouais, c'est 3 ans. Juste 3 ans là. Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment ça t'est venu? Alors, l'idée, elle est venue post-Covid, enfin tout juste post-Covid. J'avais ma fille de quelques mois dans les bras et j'avais plus envie de faire ce que je faisais. J'avais très envie depuis toujours, en fait, de créer mon propre projet. Je savais pas exactement quelle forme ça allait prendre. Et puis, pendant mon congé maternité, qui en fait était une longue période de confinement et de Covid, j'ai eu la chance d'avoir un peu la page blanche et d'avoir vraiment du temps pour moi, pour réfléchir à ce qui était vraiment important. Est venue cette idée de réunir, en fait, ce qui est un peu un aboutissement de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, comme un collier de perles. En fait, chaque élément de mon parcours s'est rejoint pour aboutir à la naissance de la Romaine. Et c'est vrai que j'avais très envie de parler de l'univers de la maison, d'artisanat, de savoir-faire, de talent, de mélanger tous ces talents, un peu à la façon d'une galeriste, mais de façon plus accessible, plus lifestyle, plus art de vivre que j'aime, et aussi qui est cohérente par rapport à mon parcours. Et puis, et pendant cette période de confinement, je m'étais posé la question aussi de créer un magazine. Il y avait soit une forme soit c'était un salon, soit c'était un magazine, soit c'était voilà ce que j'ai créé. Et c'est vrai que le magazine, pourquoi ? Parce que j'adore raconter des histoires. Et c'est un peu
la base, l'essence de ces éditions que je mets en avant, ces thématiques que je mets en avant à travers la romaine, c'est en fait pour chacune des thématiques, je choisis quelque chose qui est un thème qui est très évocateur, qui est facile à comprendre, qui est séduisant, qui fait rêver, ça peut être un moment, ça peut être un goût, ça peut être une couleur, ça peut être un matériau, ça peut être par exemple le folklore, le rotin, le rouge comme je l'ai fait. Voilà, quelque chose qui donne envie aux gens de s'intéresser et voilà. Et donc je vais raconter une histoire en fait un peu à la manière d'un commissaire d'exposition, comme quand on était petit, quand on faisait un exposé autour de ce thème. Je vais le décliner version la romaine. Oui, c'est ça, parce que si on va sur ton site, par exemple, là où on peut trouver tes produits notamment, tu as des collections que toi tu appelles des éditions, plutôt que de proposer des assiettes, des verres, et tu rassembles tout ça sous des thématiques, sous des collections, sous des éditions. Ouais. Exactement. Oui, exactement. C'est vrai que plutôt que de commencer par une collection de 10 produits un peu iconiques, essentiels, qui d'ailleurs, par ailleurs, se retrouvent aujourd'hui dans les collections. Mais plutôt que de fonctionner comme ça, j'ai préféré fonctionner à l'inverse. Et moi, ce qui m'a toujours passionnée, et je t'en parlerai après dans la suite de mon parcours, mais c'est vrai que ce qui m'a toujours passionnée, c'est le travail des autres, en fait. C'est le talent des autres, c'est de voir quels sont... comment réunir tous ces gens qui, en fait, font des choses formidables, magnifiques, de façon très personnelle, très sincère, très différente aussi, et comment les réunir. Et donc, tout le sujet, c'était, en plus, à travers un écran d'ordinateur ou d'iPhone, comment susciter l'envie et comment créer un univers, en fait, à travers tous ces points de vue très différents. Alors, comment on donne envie ? On donne envie en racontant une histoire. Donc en créant en fait. Tu sens que c'est ça qui plaît chez toi, notamment parce que tu vas proposer ces collections, ces éditions qui racontent une histoire. C'est une façon de vendre différemment, mais qui plaît aujourd'hui. Je pense. En tout cas, moi, c'est vraiment la façon qui me plaît de m'exprimer. Et j'adore le fait que pendant longtemps, j'étais plutôt dans les boutiques. J'ai travaillé longtemps dans des grands magasins et notamment au Galeries Lafayette et un peu plus tard à Lafayette Anticipation. Donc, c'était très lié à des lieux. Et j'adore le fait que ça soit aujourd'hui digital et qu'on puisse s'exprimer un peu, en fait, en immatériel. Et que, justement, ces shootings photos, ces histoires qu'on va raconter, elles vont être un peu plus fantasmées. Ouais. Si on prend l'exemple pour expliquer aux auditeurs, par exemple, en ce moment, tu as plusieurs thèmes, je crois, qui peuvent se corréler. Si on prend celui de la mer, par exemple, qui est vraiment hyper joli, raconte-nous justement comment tu as choisi ce thème et comment tu l'as créé, quel type de produit tu choisis, comment ça se passe. En fait, cette dernière thématique qui est en effet sur le thème de la mer, alors pour moi, c'est un peu un aboutissement et en même temps un retour aux sources par rapport au tout début de la romaine. J'en suis très, très fière. C'est aussi une ambiance qui dégage. C'est des objets que j'ai choisis, que j'ai commandés, que j'ai dessinés, que j'ai co-créés avec les artisans. C'est certains artistes que je suis allée chercher spécialement pour cette thématique. Ce que je trouve, c'est que ça a vraiment beaucoup de cohérence. Et ce qui se dégage, c'est un art de vivre un peu rêvé. En fait, quel serait, selon moi, l'art de vivre idéal, la façon de vivre idéale pour cet été. Et donc là, le shooting a eu lieu au Portugal, dans une maison fabuleuse qui est en Algarve, au bord de la mer, qui a été créée par un producteur de cinéma et sa femme, qui était rédactrice de magazine. Et ce qui m'a fascinée dans ce lieu, c'est l'emplacement qui est incroyable, l'architecture est incroyable aussi. Mais ce qui est fou et ce qui me passionne chez les gens, que ce soit les artisans, les designers, c'est de s'interroger sur quelle est la façon de vivre, rêver, dont on a envie de vivre notre quotidien. Et c'est de mettre tellement d'exigences et en fait d'aller jusqu'au bout du théâtre de notre vie au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup, à laquelle je suis très sensible, parce que chez soi, notre maison, que ce soit un appartement, une maison, c'est quand même là où se passe, là où on vit, là où on va
accumuler les souvenirs pour nous, pour nos enfants, pour nos amis. Et c'est vrai que autant que ça se passe le mieux possible, de la façon la plus harmonieuse possible. Donc là, par exemple, cette maison au bord de la mer au Portugal, elle est pensée pour être tellement... elle est assez dépouillée. Il y a une idée de... Ça fait penser un peu à un monastère parfois. En même temps, elle est très spectaculaire. Donc, c'est du monastère sublime. Mais il y a une notion de simplicité dans la façon dont on vit au quotidien qui me touche énormément et qui fait partie des valeurs de la romaine. Je suis aussi sensible, une maison aussi impressionnante que celle-ci, mais dans cette notion d'humilité et de simplicité, qu'une toute petite maison de pêcheurs, un petit cabanon qu'on peut retrouver à Marseille ou en Provence, sur la Côte d'Azur. Voilà. Ouais. Et alors, donc, ce shooting, en fait, c'est quand tu vas nous apporter de l'inspiration. Tu vends pas seulement des produits, tu vas nous vendre cette fameuse histoire et tu nous plonges dans cet univers, ce qui va nous donner, ceci dit, encore plus envie d'acheter et de se créer cette ambiance que tu nous vends, entre guillemets. Ouais, exactement. C'est vrai que quand j'ai réfléchi à la romaine, je me disais, bon, comment on fait pour, quand on est dans une boutique, par exemple, comment tu fais pour susciter le désir d'acheter, comme ce qu'on peut retrouver dans la mode. Et c'est vrai qu'avec l'expérience que j'avais eue à Lafayette Anticipation, il y avait des très beaux vases, des très beaux objets, mais parfois qui restaient sur l'étagère pendant longtemps. Et je me disais comment on arrive, à travers un écran d'ordinateur, à susciter cette espèce de coup de cœur, achat immédiat, instinctif qu'on peut avoir dans la mode. Et comme je travaille dans la mode, je sais de quoi je parle. Et une de mes réponses a été de mettre en contexte, de mettre en situation, voilà, ce vase, il sera posé à tel endroit, puis sur cette table, avec tel élément à côté, ou tel bouquet de fleurs à l'intérieur. Et c'est vrai que tout de suite, quand on est plus narratif, en fait, ça parle aux gens, quoi. Oui, tu donnes des idées, donc on a envie un peu de se les approprier. Mm-hmm. Et donc, à ces shootings, tu emportes tous les produits de cette fameuse petite collection. Oui, pas tout, mais je fais un petit tri, mais oui, j'essaie le plus possible. Et de plus en plus, on commence à introduire des pièces de petit mobilier. Et je transporte tout ça. Et puis avec mon équipe, on va scénariser. Et en fait, c'est aussi s'amuser vraiment. Donc, et c'est vrai que je trouve que c'est ce qui se dégage de cette édition-là. Il y a une vraie harmonie, il y a un vrai plaisir. Il y a une sincérité dans... Ouais, c'est pas des images qui sont fabriquées, on est méga chronométré. C'est aussi, on mange bien, on s'amuse, on rigole, on écoute de la musique. Enfin, il y a quelque chose qui fait partie, encore une fois, de cet art de vivre un peu rêvé, qui est un peu le but de mon métier et de ce que je me suis donné envie de donner aux gens, quoi. Tu nous parlais du digital, parce que où est-ce qu'on trouve tout est sur ton site? Sur le site, pour le moment. Après, on peut le retrouver aussi au Bon Marché, à Paris. Et puis après, dans quelques autres boutiques, notamment chez Jogging à Marseille. Et de plus en plus, on développe le wholesale. Donc, on travaille avec des grands magasins dans le monde, des concept stores, des boutiques spécialisées dans l'art de la table, mais aussi l'univers de la maison. Et de plus en plus, oui, en effet, de concept stores mode. Je travaille aussi avec des hôtels, des boutiques d'hôtels, des restaurants. Alors, comment tu choisis les artisans ? Tu fais travailler des artisans, tu les repères selon le type de produit que tu as envie de produire ? Alors déjà, moi, je suis assez loyale et j'aime bien l'idée que ça s'inscrive dans le temps. Donc, ce que j'essaie, il y a la plupart des artisans avec lesquels je travaille, c'est les mêmes que depuis le début, il y a 3 ans. Et justement, j'adore le fait de faire évoluer aussi notre collaboration, de voir aussi comment... ça s'inscrit sur un temps long, un peu comme le propre de l'univers de la maison. Donc, je les choisis souvent, en fait, de façon très instinctive. Souvent, c'est des coups de cœur, ça peut être des mises en relation, c'est des amis, des découvertes, c'est au gré de voyages. Et puis, il y a aussi eu une partie sur Instagram, en fonction d'un thème bien précis, je peux être amenée à chercher et puis à tomber sur une petite pépite que j'adore. Oui, parce que ton offre est constituée d'œuvres en exclusivité qu'on fait juste pour la romaine, de pépites que tu trouves ici et là qui sont d'autres artistes ou designers et de tes propres collections. Oui, exactement. En fait, il y a les objets que j'achète, que je retrouve, un peu à la manière d'un multimarque en physique qu'on pourrait retrouver dans les centres-villes. Et il y a des objets que je dessine moi-même, qui sont vraiment les objets de la romaine édition, et les objets qui sont faits en édition avec les designers, donc j'édite leur travail. Donc je suis à la fois,
curatrice entre guillemets et créatrice et éditrice de design. Et alors toi, quand tu dessines, si c'était pas ta formation, que t'as appris à dessiner, t'imagines des produits dont t'as envie, d'où ça te vient ? C'est encore une fois très très instinctif. C'est comme je viens de la mode, je pense que j'ai toujours été sensible aux formes, aux couleurs, aux motifs. Ça reste toujours des produits simples dans leur conception. Justement, c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça sera, enfin, de toute façon, moi, je suis pas designer, donc ça deviendra jamais techniquement des prouesses, mais en revanche, voilà, des formes. Donc ça, il y a, je pense, quelque chose d'assez naïf qui vient aussi un peu de l'enfance, qui vient compléter en fait ce que j'ai envie de raconter à travers le regard aussi des autres talents. Ouais, donc tu produis en France ? En France, beaucoup. 80% de la production est faite en France, et puis en Europe proche, sinon. Ouais, ok. Et tu as un atelier aussi, toi d'ailleurs, là en France ? Oui. Où tu vas travailler ? C'est là où tu travailles ? Oui, exactement. Et ce sont des produits limités ou tu fabriques à la commande ? Comment ça se passe ? Donc il y a de plus en plus, donc il y a les éditions. À l'intérieur de ces éditions, il y a des produits qui sont vraiment totalement en quantité limitée, uniquement pour l'édition. Puis au fur et à mesure, on a commencé à rajouter les produits iconiques, permanents, qu'on retrouve d'une saison à l'autre. Et ceux-là, ils sont produits au fil de l'eau tout au long de l'année, en fonction de nos commandes. Et comme tout est artisanal, on peut complètement travailler à la commande. Donc, on peut s'adapter aussi aux demandes d'une cliente spéciale, pour un architecte, pour un restaurant. Donc, ça va pas demander des coûts de développement ou des délais trop importants. On va vraiment pouvoir travailler de façon la plus flexible possible, ce qui me satisfait beaucoup parce que c'est vrai que moi, je m'ennuie vite. Et c'est vrai que de pouvoir renouveler une forme, une couleur rapidement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais. Tes objets, je disais tout à l'heure, c'est comme des petits trésors. Il y a beaucoup de délicatesse dans ton univers. Est-ce que tu cherches ça ou c'est malgré toi ? Merci beaucoup, déjà, ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est drôle parce que pour moi, c'est un peu des trésors. Donc, j'ai commencé vraiment avec l'art de la table, que je continue et qui est vraiment une de mes passions. Pour moi, c'est tous ces éléments qu'on met sur la table, c'est comme des bijoux. Et il y a vraiment cette notion de préciosité, mais encore une fois, avec cette idée de simplicité et d'humilité. Moi, je vais jamais tomber dans le méga sophistiqué. Mais en revanche, le trésor, dans le sens, effectivement, par exemple, là, sur la mer, c'était vraiment trésor à glaner sur la plage. Donc, il y a quelque chose où il y a beaucoup de mélange. Moi, je m'interdis vraiment rien. C'est pas très académique, c'est pas très minimal, c'est pas très ni blanc, beige, comme on peut le voir beaucoup dans la décoration ou dans le design ou dans l'architecture. Moi, c'est vrai que c'est un peu comme un peintre qui va sur son canvas à toile mélanger toutes les couleurs, et c'est un peu au gré de l'inspiration. Donc je recherche ça, je recherche le mélange, je recherche l'association d'objets qui pourraient en réalité n'avoir rien à faire l'un avec l'autre, mais qui va justement créer en fait une toile, un décor qui me parler, me faire rêver et être différent aussi. Oui, et tu as cet art, tu es, comme tu disais, tu es un peu curatrice. Qu'est-ce qui te plaît dans l'art de dénicher, de trouver ces petites pépites ? Je pense que j'ai toujours été... Alors déjà, moi, pour être très honnête, j'ai eu la grande chance d'avoir une mère qui était conservatrice. Et donc, quand je suis née, elle inaugurait Orsay, musée d'Orsay. Elle a travaillé beaucoup aussi au musée du Louvre. Donc, très tôt, j'ai été confrontée à des masterpieces, des œuvres d'art monumentales anciennes, plus spécialisées sur le 19e siècle, avec des regards, des quantités d'artistes totalement différents. Et c'est vrai que j'ai cette espèce de passion des artistes, de leur travail, et aussi qui est toujours un témoin de l'époque dans laquelle on vit. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment s'expriment aujourd'hui tous ces artistes et quels sont leurs médiums. C'est vrai que pour moi, l'objet est un médium super important, encore une fois, parce qu'il s'inscrit dans notre vie quotidienne et pas uniquement dans les musées ou dans les fondations de gens très, très riches. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est comme des œuvres d'art. Un verre, c'est un verre savamment conçu, c'est comme une œuvre d'art du quotidien.
Mais qu'est-ce que tu voulais faire petite, tu te souviens? Oui, je me souviens très bien. Je voulais être artiste peintre et fleuriste. Donc un petit peu dans l'art déjà. Dans l'art, dans la création, dans l'art de vivre aussi, parce que le fleuriste, pour moi, c'est un peu quelqu'un qui apporte de la joie et de la couleur dans nos vies quotidiennes, dans la maison. Et je me voyais un peu je me voyais avec la salopette en jean, très bohème, dans un atelier avec des grandes vitres, avec mes pinceaux. Je le suis un peu, finalement. Ouais, je suis pas très éloignée de ce que je voulais faire. Et alors après, quel a été ton parcours? T'as grandi à Vaison-la-Romaine, non? Ou c'était une maison de vacances? C'était une maison de vacances dans laquelle on a passé beaucoup de temps, un peu toutes les émotions. D'ailleurs, ça commence toujours par l'odeur sur le quai de la gare, avec l'odeur de la garrigue qui monte comme ça. Et donc c'est vraiment la Provence comme beaucoup de gens l'aiment. Et les cyprès, les champs de lavande, les lauriers roses, les premières émotions en buvant une menthe à l'eau, une grenadine. C'est l'odeur de l'anis, c'est les iris au printemps. Tout ça a fait que même les motifs provençaux de tissus comme Soledad ou les olivades, c'est vrai que c'est des choses qui ont un peu bercé mon imaginaire. Et après, j'ai grandi à Paris, à Montparnasse, et c'est un quartier dans lequel j'habite aujourd'hui. Je suis revenue quelques années après, et c'est un quartier qui pour moi me plaît beaucoup parce qu'il change pas. Il change pas trop. Je pense que il y a 30 ans, c'était à peu près la même. Ça n'a pas tellement changé. Et je pense que dans 30 ans, ça serait à peu près pareil. Enfin, j'espère. Et c'est vrai que c'est un quartier qui est chargé d'histoire. Il y a 100 ans, c'était vraiment là où ça se passait. Ça grouillait d'artistes. Vraiment avec cette idée aussi de création émergente qui fourmillait. Là, avec la bohème. Là, j'ai relu récemment les mémoires de Kiki de Montparnasse. C'est complètement ici où ça se passe. Encore une fois, c'est d'être le témoin d'une époque où il y a plein de points de vue créatifs qui se confrontent et qui créent une communauté. Ça me parle. Ouais. Et alors, t'as fait quoi comme études? J'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce, et puis après j'ai fait l'Institut français de la mode, et en parallèle j'avais fait une formation à l'école du Louvre en histoire de l'art. Donc très vite, en fait, par contre, je savais très bien ce que je voulais faire, parce que je voulais être artiste peintre et fleuriste, puis assez rapidement c'est la mode qui est venue. Je voulais être comme beaucoup de petites filles stylistes, et ça m'a vraiment complètement obsédée. J'ai voulu commencer ma carrière en étant acheteuse pour les grands magasins. Donc j'ai commencé aux Galeries Lafayette, acheteuse mode femme, et ma passion absolue, c'était de dénicher toutes les marques du moment, les jeunes qui émergeaient. Et assez rapidement, je me suis spécialisée dans la constitution d'univers multimarques au sein des Galeries Lafayette. Donc c'était en fait dans des espaces délimités de réunir des marques entre elles. Encore une fois, a priori, pas forcément grand-chose à voir, mais en revanche, créer de la cohérence entre toutes ces marques-là à travers mes sélections, et d'aller chercher un peu la cerise sur le gâteau qu'on retrouve nulle part ailleurs, qui va créer de la différenciation par rapport aux autres grands magasins, et surtout faire rêver un peu la clientèle pour qu'elle se dise tiens, là c'est génial, il y a un espace créateur aux galeries, et un peu en fonction aussi de différents styles de clientèle, différents prix aussi. Et c'est ça qui m'a en fait toujours passionnée, et que je fais en fait tous les jours avec la Romaine. Et donc, tu as quitté après un job plutôt salarié pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Oui. En fait, juste avant de quitter les galeries, avant de monter la Romaine, j'ai travaillé pour Lafayette Anticipation, qui est la fondation d'art contemporain des Galeries Lafayette. Donc, j'ai changé de job au sein des galeries. Et ça, c'était un projet quasiment de l'entrepreneuriat, parce que c'était un projet que j'ai monté de toutes pièces, du suivi, de toute la conception du projet architectural, de la définition de l'offre, de la communication, de la presse, du business plan, de tout, de l'équipe. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je me suis tellement amusée, que je me suis dit, il faut vraiment que je monte mon projet, parce que il est temps.
temps. Mais et c'était un projet fascinant, très très intéressant parce que c'était un projet adossé donc au projet de la fondation avec un architecte très impressionnant, Rem Koolhaas, et une programmation très très investie justement envers les artistes contemporains, avec l'idée de les accompagner sur la production de leurs œuvres. Donc, il y avait un grand espace dédié à la production à la fondation. Et moi, en parallèle de cette fondation, j'ai pu faire des éditions avec ces artistes-là, en lien avec la programmation de la fondation. Et c'est vrai que voilà, tout est un peu lié, parce que quand j'ai voulu créer la Romaine, alors je l'ai voulu volontairement. Pas tourner le dos à l'art contemporain, mais en fait vraiment me concentrer sur le lifestyle et le design, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est plus accessible, ça me plaît plus, c'est plus séduisant, mais avec l'idée de très appuyer sur les savoir-faire. Tu vois des différences? L'autre jour, j'ai posé la question à Charlotte Chenet. Est-ce que tu vois, toi qui viens de la mode, une différence entre le monde de la mode et le monde du design, de la déco? Alors c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé mes études à l'Institut français de la mode, je crois que j'avais eu le sujet « Est-ce que mode et design peuvent cohabiter ?» Et pendant longtemps, la réponse académique, c'était non, parce que c'est pas du tout les mêmes publics, c'est pas du tout les mêmes temporalités. En effet, c'est pas les mêmes vocabulaires. Hein. On dit un designer, un créateur de mode, c'est pas du tout un artiste. Enfin, on dissocie vachement les deux. Mais j'ai toujours eu cette espèce d'intuition que, en fait, bon, tout a toujours été lié, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, mais voilà, Dior, par exemple, avait créé très rapidement l'univers de la maison. Enfin, de tout temps, les créateurs de mode ont été intéressés par ce qui se passe à l'intérieur de leur maison. Donc, pour moi, c'est des mondes qui sont, en effet, qui peuvent être très différents, mais qui se rejoignent à travers l'art de vivre. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois toujours à la tête de la Romaine Édition, qui sera très grande, j'espère. Et c'est vrai que j'aime beaucoup accumuler les projets, les histoires. Encore une fois, je m'ennuie vite, donc c'est vrai que je me verrais très bien pouvoir concevoir un décor pour un hôtel ou pour un restaurant, ou pourquoi pas pour dessiner une marque d'art de vivre pour une marque de mode. Je me vois bien, toucher à différents domaines, différents sujets, et toujours avec mon prisme qui est assez personnel, mais qui part toujours de l'histoire d'un endroit, et encore une fois de raconter des histoires. Ouais. Là, on enregistre chez toi. Donc, normalement, je dis à quoi ça ressemble chez toi. Là, je vois. Toi, comment tu décrirais chez toi? Quel est ton style déco, en fait? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a cette notion qui sont en fait un peu les valeurs de la Romaine. Il y a cette notion de solaire, il y a cette notion de simplicité, il y a cette notion de poésie. C'est assez édulcoré aussi chez moi, parce que je vis avec quelqu'un qui aime que ça soit très très simple. C'est plutôt Tadao Ando. Donc on essaye de faire cohabiter les deux. Dans les grands, en fait, de plus en plus, je trouve qu'il a raison. Je trouve que il y a rien de plus beau que les purs, et que quand il y a le moins possible. Et en revanche, moi, je vais aller agrémenter d'une touche, d'une pièce que je vais trouver, ou pour lesquelles je vais avoir beaucoup d'émotions en la regardant, parce qu'un certain artisan ou certain designer l'a faite. Je dirais c'est parisien, mais il y a quand même une notion d'artisanat dans chacun des objets qu'on peut retrouver ici. Donc il y a quelque chose, pour moi, qui vient du Sud quand même. Coloré, toujours, une petite touche de couleur, parce que c'est vraiment la force en tout cas, moi, ce qui me fascine. Je pense que ça vient de mon rapport à la couleur, il vient de l'art, il vient de mes premières émotions en regardant la peinture d'un Bonnard, par exemple, ou d'un Matisse. C'est quelque chose qui est très important. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves pas beau? Je trouve pas beau les choses trop aseptisées. Quand justement ça va être trop réfléchi, trop travaillé, trop marketé, quand il n'y a pas de sincérité, je trouve que ça, c'est vraiment pas beau. Et qu'est-ce qu'une jolie... Toi qui vends beaucoup d'art de la table, qu'est-ce qu'une jolie table pour toi? Comment tu dresses une jolie table quand tu reçois? Alors, de plus en plus, très vite, encore une fois, moi, je m'amuse beaucoup avec les couleurs et les formes et les styles très différents. J'aime quand même
une nappe blanche, c'est quand même vraiment important, justement pour aller faire ressortir la couleur. Même si, encore une fois, j'ai genre une quantité de nappes totalement bariolées avec des motifs pas possible. Mais je pense qu'une jolie nappe équilibrée, c'est quand même une base blanche. Et après, pour le coup, on va aller jouer avec l'harmonie des couleurs, vraiment à la manière d'un peintre qui s'amuse avec ses couleurs et ses aquarelles. Et de rajouter, moi, ce que j'adore, c'est que c'est justement que ça soit jamais une assiette à dîner, assiette à entrée, répétée 10 fois de suite, mais c'est que ça soit un peu dépareillé, mais en jouant sur l'harmonie toujours. On peut dépareiller les assiettes, les serviettes de table. Oui, moi, très honnêtement, quand c'est chez moi, alors quand c'est pour le travail, c'est un peu plus maîtrisé, mais quand c'est chez moi, c'est vraiment, je peux mettre des objets qui ont un peu rien à voir sur la table normalement, des qui sont purs décoratifs, mais qui vont comme dès qu'on va par poser, exemple comme des petits objets en céramique, des petits contenants, des bouts de ruban, des bouts de ficelle, des choses que j'aime bien comme ça, mais que j'ai envie d'avoir sur la table, parce que en fait, je me suis beaucoup intéressée à l'art de la table, et j'en suis venue à la réflexion qu'en fait, quand on dresse une table, en fait, on remet sa plus belle robe pour recevoir, pour accueillir. Donc c'est un peu, encore une fois, on dresse une table un peu comme on s'habille, et c'est pour ça, moi, en style, en mode, j'aime bien. J'aime bien oser aussi. J'ai un style assez simple, je pense, mais assez sobre. Mais parfois, je peux aussi décider de mettre une robe vintage, complètement rococo. Et je pense que c'est encore une fois là où il faut oser mélanger, oser s'amuser, oser de sortir aussi des codes. Et c'est en ça que je suis pas du tout minimaliste. Et il y a un sujet porte-couteau, parce qu'alors on n'en voit plus beaucoup. Personnellement, j'adore ça. Tu vends des porte-couteaux qui sont ravissants. Et tu en vends beaucoup? J'en vends beaucoup. C'est très amusant parce que c'était complètement instinctif aussi, complètement... J'étais tombée dessus, j'en avais commandé, puis vraiment, je me suis dit, oh là là, en les recevant, je me suis dit, ça va faire mémé et tout, personne va acheter ça. Et puis, je les ai mis sur le site, pas très sereine, et en fait... c'était la folie furieuse, quoi. Donc, on a été dévalisé en un week-end. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a vraiment un goût pour ça, pour les objets un peu oubliés. Je pense que ça peut être, donc, pour chacune des éditions, on les renouvelle toujours. On essaie que ça soit assez figuratif. Mais je pense qu'il y a vraiment un goût pour ça. Il y a un goût pour les objets désuets, le rond de serviette, le porte-nom, la petite salière. On le voit, les chandeliers. Il y a vraiment quelque chose en fait, c'est vraiment ça devient le nouvel accessoire. Et donc, plus ça va être un objet oublié, perdu, dont on n'a plus vraiment l'usage, plus je pense que ça va fasciner les gens. Et le porte-couteau, en fait, en plus de ça, c'est quand même très utile. Voilà, moi je vois ça un peu comme des attentions envers nos invités, c'est des petites... en fait, un peu comme les boucles d'oreilles qu'on pourrait porter, c'est regardez-moi, regardez la table, tout ça, c'est pour vous plaire. Est-ce que tu rêves de quelque chose en déco ou une pièce design que tu aimerais t'offrir Alors déjà, on est en train de le faire, mais je rêve de rénover la maison de Vaison-la-Romaine, la maison familiale. Je rêve qu'elle ressemble vraiment un peu au paradis perdu que j'ai pu connaître enfant, mais avec un point de vue plus contemporain et plus version La Romaine édition. Donc ça, c'est vraiment le chantier des prochains mois. Et après, en pièces déco, très bonne question. Il faut absolument que je change ma table basse et ma table. Et je rêve justement de faire une table basse en verre, de la commander à mon maître verrier. Et pour le coup, j'aimerais mettre de la couleur. Là, elle est jolie. Je la décris aux auditeurs, auditrices. En fait, tu as un plateau en verre et les 4 pieds sont des piles de livres. Formés par des piles de livres.
C'est joli. Exactement. Ouais. C'était une des premières. C'était vraiment. C'est ma copine Paula Alvarez de Toledo qui est architecte pour Jaune, qui a fondé Jaune, qui m'avait donné cette astuce quand on a déménagé. Et c'était tout simple. Et c'est vrai que on a du mal à la faire évoluer. Mais je trouve que le plateau de verre, en revanche, j'aimerais bien m'amuser justement à faire une grosse plaque de verre de Biot, avec le maître verrier avec lequel je travaille tous les jours, en couleur rose, et peut-être garder les livres, parce que c'est quand même en fait assez pratique finalement. Dès que je veux lire un livre, je le tire. Ah oui, tu le prends. Ouais. Il faut le soulever quand même. Oui, mais c'est assez flexible. Et maintenant que ma fille est un peu grande, il y a plus de danger. Ouais. J'allais dire, est-ce que tu transmets un peu, ou comment tu transmets ce bon goût entre gros guillemets à ta fille? C'est drôle parce qu'elle est constamment avec moi. Elle parle de la Romaine édition depuis qu'elle a su parler. On passe notre temps à dessiner des vases, des assiettes. Elle dresse des tables avec moi. Mais c'est vraiment c'est fou. Hein, même quand elle savait à peine marcher. Elle sortait toute la vaisselle. Un jour, je suis revenue, mais au bout de 5 minutes, je l'avais laissée 5 minutes toute seule. Elle avait mis tous les couverts par terre alignés, genre en mode performance. Donc c'est drôle parce que moi j'ai vu à quel point en fait le travail de ma mère m'avait vraiment été très important pour moi, très structurel dans mon rapport au goût, ou en tout cas à l'émotion, à ce qui me touche vraiment. Et du coup ça m'a donné envie de faire ce métier que j'ai inventé, mais je l'ai réinterprété à ma façon. Donc je pense que pour elle, j'adorerais moi qu'elle reprenne un jour la romaine, mais je lui souhaite en tout cas d'avoir ce rapport-là très très personnel, très intime, qui vient de nos fondamentaux, de l'avoir en elle et de le retranscrire à sa façon. Comment tu vis ta vie d'entrepreneur ? C'est intense, c'est très intense, c'est très concentré. J'ai un bureau donc qui est pas très loin, dans lequel on a tous nos objets. Là, on est en train de grossir, on va délocaliser toute la partie logistique. Mais donc là, je vais pouvoir repenser cette façon justement de travailler au quotidien. Ça va être plus petit, plus apaisé, j'espère, parce que pour le moment, on fait face à des monceaux de palettes qui vont aux quatre coins de la planète, et c'est assez physique et intense, mais c'est une vie vraiment tout. Je suis concentrée tous les jours sur la romaine, sur ce que j'ai envie de raconter. Je rêve beaucoup, ça se passe quand même beaucoup dans ma tête, en dessinant. Et après, évidemment, c'est le rapport aux autres. Donc, c'est d'aller dans les ateliers, découvrir le travail de nouveaux créateurs, artisans, céramistes, artistes. Des rencontres aussi, voilà. Des belles rencontres, ouais. Et qu'est-ce qui est difficile, tu trouves ? Qu'est-ce qui est difficile ? Ce qui est difficile, c'est de tout faire rentrer, parce que, encore une fois, moi, je m'ennuie vite, donc j'ai besoin que... Ça fait 3 fois que tu le dis, tu dois t'ennuyer beaucoup. Non, mais c'est vrai que j'ai un peu un problème avec le cadre, et que j'adore le fait que de passer justement de dresser une table pour un événement, pour une marque de mode, à tel projet sur mesure pour tel hôtel, à telle nouvelle édition, tel nouveau drop. On est en train de travailler avec tel designer sur un projet d'édition d'objets. Donc ça, c'est vrai que j'accumule beaucoup je multiplie les projets. C'est vraiment mon moteur. Mais alors après, pour le faire rentrer rationnellement dans un calendrier et dans une logique commerciale, c'est toute une artillerie. Donc c'est vrai que il faut savoir jongler. Il faut que ça reste évidemment logique aussi. Et t'es seule pour l'instant, ou est-ce que on a une petite équipe de 5 personnes? Voilà, donc une équipe super sur laquelle je peux vraiment compter. Et on se développe, on s'est vraiment beaucoup développé depuis 3 ans, depuis le début. Donc c'est passionnant. Alors, dernière question un peu culte. Si tu faisais un dîner avec 6 personnes, que ce soit des personnalités, qu'elles soient décédées ou pas, qui seraient-elles ? Alors, je pense qu'il y aurait Matisse, Pierre Boncompin, qui est un artiste peintre avec lequel je travaille, qui vient du Sud, qui vient de Vaison-la-Romaine, et qui, d'ailleurs, j'ai édité ses assiettes là, pour la dernière édition de La Mer. Pierre Boncompin, Matisse. Bon, je pense quand même qu'il y aurait Picasso. Je pense qu'il y aurait Simone Signoret et Brigitte Bardot.
Génial. Je précise que je ne t'avais pas donné la question avant et que ça sort très naturellement. Ce serait un dîner très sympa. Bon, merci beaucoup Pauline d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.